Ça marche? Oui. Eh bien, nous allons reprendre et respecter le timing parce que malgré la conférence de ce soir, d'aucunes et d'aucuns ont sûrement des impératifs horaires. Donc nous ouvrons sur quelle perspective pour l'éthique et le management, vaste sujet de conclusion. Et j'appelle Madame Aurore Maltis, ingénieure recherche chargée de mission à l'Observatoire à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qui a déjà été déflorée hier par Madame Zheng. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans cet espace éthique, mais nous sommes tout à fait disposés à écouter ces travaux. Merci. C'est tout bon ? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais consacrer le temps qui m'est imparti à vous présenter une étude qu'on a réalisée en 2023 au sein de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et qui s'intitule « Partir ou rester, le vacillement de l'engagement des médecins envers le service public hospitalier ». Et je vais centrer ma présentation sur les réformes en santé et leur impact. Donc pour commencer, l'hôpital, comme on le sait tous, traverse une crise sans précédent. Elle est reflétée par les nombreuses démissions des professionnels de santé. On peut notamment prendre l'exemple d'une étude qui a été réalisée par l'adresse en 2023 et qui indique qu'une infirmière sur 2 a quitté l'hôpital au bout de 10 ans de carrière. D'ailleurs, nombreux sont les articles ou études qui font état des démissions des professions paramédicales, mais très peu interrogent les démissions des médecins qui sont pourtant touchés par cette vague de démissions. C'est pourquoi, au sein de l'espace éthique, on a fait le choix de s'intéresser aux médecins hospitaliers et nos questionnements étaient les suivants. Quelles sont les sources d'engagement des médecins envers le service public hospitalier et quelles pourraient être les causes de leur renoncement? Concernant la méthodologie, étant donné que nos objectifs étaient d'identifier les fondements de l'engagement des médecins envers l'hôpital et d'analyser les possibles causes de leur renoncement, on a fait le choix d'interroger à la fois des médecins qui étaient en activité mais qui avaient déjà songé à se désengager, des médecins désengagés et des médecins en disponibilité. Par ailleurs, sachant que le REBFC est rattaché au CHU de Besançon et au CHU de Dijon, donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers ces CHU pour notre terrain d'enquête. Au total, on a interrogé 17 médecins, dont 8 femmes et 9 hommes âgés de 31 ans à 68 ans, toutes spécialités médicales confondues. Donc on avait 12 médecins qui étaient en activité et qui avaient déjà songé à se désengager, 4 médecins désengagés et 1 médecin en disponibilité. Concernant les résultats, on pourrait les résumer en 3 thèmes. Donc on a les valeurs qui sont liées au métier de médecin, les logiques entrepreneuriales dans le monde du soin et la souffrance des professionnels de santé. Concernant le premier thème, donc les valeurs liées au métier de médecin, on peut dire que dans notre étude, la majorité des médecins qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils s'étaient tournés vers la médecine par envie d'aider les autres. Par exemple, on a un médecin qui nous disait « Je trouvais ça tellement beau d'aider les gens en souffrance, c'est ça qui m'a donné l'envie de faire médecine et rendre service aux gens est un facteur motivationnel important. » Ou un autre qui nous disait « Je vais faire un travail où je vais aider les autres. » Et en fait, ces paroles, elles correspondent parfaitement à la littérature sur le sujet, qui indique notamment que les médecins se sont tournés vers cette carrière par goût pour l'altruisme, le care, le désir de soigner, d'être utile aux malades, de soulager la souffrance ou encore de se dévouer. Et en fait, les valeurs qui les animent, elles sont très fortes. On parle d'équité, de justice et de solidarité. Toujours concernant ces valeurs, la majorité des médecins qu'on a interrogés parlent d'une transmission à la fois familiale durant leur enfance et par la suite professionnelle durant leur premier stage et première expérience professionnelle. Ils expliquent d'ailleurs que ce sont ces transmissions qui auraient ancré ces valeurs profondément dans leur identité. Et ce seraient également ces valeurs-là, en fait, qui les auraient poussés à choisir l'hôpital public comme lieu de travail parce que pour eux, ils reflètent l'équité et la justice sociale par l'égal accès aux soins pour tous. Par exemple, un des médecins nous disait « Je trouve qu'égalité et fraternité, c'est les 2 principales caractéristiques que je voudrais appliquer en travaillant dans le service public. On est tous égaux devant la maladie, et que vous soyez riche, pauvre, jeune ou vieux, si vous êtes malade, on a tous les mêmes caractéristiques. » Mais actuellement, travailler en adéquation avec leurs valeurs semble être compliqué au sein de l'hôpital, ce qui nous amène au second thème de notre étude, les logiques entrepreneuriales dans le monde du soin. Donc comme vous le savez, de nombreuses réformes en santé ont vu le jour aux alentours des années 2000. Je ne vais pas toutes les détailler, sinon j'aurai absolument pas le temps actuellement. Mais on peut en citer quelques-unes, comme la création de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, qu'on appelle aussi l'ONDAM, la création de la tarification à l'activité, qu'on appelle aussi T2A,
le concept d'hôpital-entreprise ou encore la loi hôpital-patient santé-territoire et son remaniement de la gouvernance hospitalière. Donc en bref, l'hôpital est désormais soumis à une gestion plus entrepreneuriale, mais plusieurs problèmes sont pointés du doigt par les soignants. Tout d'abord, si on commence par la T2A, donc la tarification à l'activité, elle a été pensée à l'origine pour rendre équitable la somme allouée aux dépenses en santé entre les différents établissements de santé publics et privés, mais elle a également été pensée pour inciter les établissements à des efforts d'efficience et de productivité. Et c'est en cela que cette réforme, elle entre en conflit avec la pratique soignante. Par exemple, on a un des médecins qui nous disait « ça a dévié dans une logique de rendement financier qui a d'une certaine façon clairement dénaturé une partie des soins. Donc dans la mission originelle du service public de soigner les gens sans compter, oui, clairement, ça a dénaturé cette mission. » Et en fait, depuis l'arrivée de ces réformes, le travail à l'hôpital, il incite à un devoir de rentabilité, à une recherche de l'efficience. Mais le problème, c'est que les médecins ont justement choisi le service public pour pouvoir soigner les gens sans compter. Et par ailleurs, dans des services un peu plus centrés sur l'accompagnement, le social, ces injonctions, elles ont tendance aussi à créer un décalage. Par exemple, on a un pédiatre qu'on a interrogé qui nous disait « Quand je vois un enfant de 3 mois en dialyse, qui a vomi tout le matin, la consultation, elle va durer 1h30 parce qu'il y a du social, du développement et ça me prend 1h30. Alors évidemment, on va me dire, ce que vous faites, ça ne va pas parce qu'en 1h30, vous voyez 3 patients alors que le docteur bidule, il en voit 15. Comment vous pouvez l'expliquer? En fait, ces gens ne savent pas ce qu'on fait, donc on est remis en question systématiquement. Un autre point lié aux réformes en santé de façon générale cette fois-ci, c'est le fait que ces nouvelles gestions sont orientées vers des logiques plus entrepreneuriales et donc par extension plus comptables. Et le problème, c'est que ça engendre de nombreuses tâches administratives qui incombent aux médecins. Donc on a un de nos enquêtés qui nous disait « On doit contrer de plus en plus d'obstacles que l'institution de façon générale nous met. Elle nous ajoute des tâches issues de cette mentalité de gestion comme une entreprise, de rendre des comptes, de remplir des papiers, des fiches, des retours, des évaluations de trucs, de machins. » Et le problème, c'est que ces tâches, elles empiètent sur l'activité clinique et ça engendre de nouvelles tensions au niveau de l'organisation de la pratique médicale et donc ça confronte les médecins à de nouvelles limites. Et enfin, un autre point lié à ce thème, donc les logiques entrepreneuriales dans le monde du soin, c'est le fait que les médecins ne se sentent plus vraiment acteurs au sein de leur service depuis la modification de la gouvernance hospitalière et donc par extension depuis la modification des pouvoirs au sein de l'hôpital. Par exemple, un médecin nous disait « À chaque fois que j'ai essayé d'améliorer les choses, tout est figé à l'hôpital. Tout est très figé par l'administration qui est très loin de voir ce qui se passe au quotidien dans les services. » Et en fait, au niveau des entretiens qu'on a effectués durant l'étude, on peut observer une sorte de décalage, voire de clivage entre la direction et les professionnels de terrain. Et d'un point de vue éthique, on pourrait dire qu'on assiste à une tension justice-care, avec la justice incarnée par la direction, l'administration, et le care par les soignants. Et c'est tous ces points qu'on vient d'énumérer qui engendrent de la souffrance chez les médecins, qui est le dernier thème de notre étude. Donc les choix politiques, comme on vient de le dire, de ces dernières années, ils ont engendré une attention particulière aux dépenses. Donc l'heure est maintenant à la rationalisation des coûts, mais le problème, c'est que ça engendre des manques qui sont pluriels. Donc on a des manques de personnel, fermeture de lits, des manques de budget dans certains services. Et au niveau de la pratique, les médecins sont confrontés à des choix qui sont parfois tragiques, comme un médecin nous l'indiquait. Cet hiver, quand on avait plusieurs patients à hospitaliser, mais un seul lit, il fallait choisir. Ça m'angoissait terriblement et ça entraînait un burn-out parce que j'appréhendais tout ça. Et ces conditions de travail, elles ont des conséquences directes sur les soignants, c'est la peur de devenir maltraitant envers leurs patients. Par exemple, on a un médecin qui nous disait « On a besoin de travailler dans des conditions correctes pour faire un boulot correct, et là, on ne fait pas un boulot correct. Il nous arrive souvent de rentrer à la maison en disant « Bon, j'ai mis des patchs toute la journée pourvu que je sois passé à côté de rien. » Ou un autre médecin qui nous disait « J'ai pas envie de devenir maltraitant envers mes patients, même si je pense que je le suis déjà indirectement avec les gens que je ne vois pas, ou qu'on refuse de prendre en charge, ou qui refusent de se faire soigner parce qu'il y a des délais. » Et tout ça, ça a une incidence sur la santé à la fois physique et psychique des médecins, et ça empire quand ces médecins qui ont choisi cette carrière pour aider les autres se donnent encore plus pour sauver les valeurs qui les animent. Par exemple, on a une jeune femme médecin qu'on a interrogée qui nous disait « Je voulais devenir médecin pour le soin de qualité. » Parce que j'aime faire les choses bien, des fois un peu trop bien. Et soigner tout le monde, c'est ce qu'on prétend pouvoir faire en France. Mais finalement, on soigne mal.
Récemment, j'ai remis en question non seulement mon poste à l'hôpital, mais même mon métier de médecin en lui-même, parce que je ne supporte plus d'être en décalage avec ce que j'aimerais faire ou ce que j'imaginais faire. Alors que mes journées sont énormes, je rentre le soir à 20h, j'ai fourni un travail colossal en une journée, mais j'ai pourtant tout le temps cette impression d'inachevé parce que je ne l'ai pas fait entièrement ou correctement, ou comme j'aurais aimé le faire. Et pourquoi on ne peut pas faire de soins de qualité? Parce qu'on manque de moyens matériels, financiers et humains. Et pas un jour ne passe quand je viens travailler à l'hôpital sans que je ne sois confrontée à ça. J'ai presque fini. Et cette incidence, sur la santé physique et psychique, elle empire également quand ces médecins essayent de sauver une valeur qui leur est chère, c'est la solidarité envers leurs collègues. Et donc on a un médecin qui nous disait « Je me sens très mal à l'aise, j'essaie de trouver des solutions, que je devrais poser des congés normalement, mais je ne vais pas le faire parce que si je le fais, c'est sur tous mes collègues que ça va se répercuter. » Alors que ça ne devrait pas être aux médecins présents de combler les manques hospitaliers liés à des choix politiques. Mais c'est en ça que le travail hospitalier devient de plus en plus compliqué pour les médecins et qui interroge leur avenir au sein de l'hôpital. Et pour conclure, donc voilà, pour résumer, on peut souligner le fait que ces nouvelles logiques entrepreneuriales, elles conduisent les médecins à travailler, certains médecins à travailler à l'encontre de leurs valeurs qui sont plutôt altruistes, que leurs conditions de travail se sont dégradées au point qu'ils aient peur de devenir maltraitants envers leurs patients à cause des manques pluriels à l'hôpital. Et le fait qu'ils ne puissent pas agir sur leurs conditions de travail et la qualité des soins qu'ils prodiguent ajoute un peu plus de poids dans le vacillement de l'engagement envers le service public hospitalier. Merci à tous. Merci. On va continuer pour rester dans le temps. On va accueillir donc nos collègues de la Guadeloupe, les docteurs Corinne Sainte-Luce et les docteurs Franck Garand, qui vont nous parler de l'éthique de la reconnaissance. Je pense qu'on l'a un petit peu abordé ce matin avec Monsieur Clarisse, donc voir comment l'éthique de la reconnaissance intervient dans le management de la santé. Je crois qu'ils vont faire un duo. Donc vous avez chacun 5 minutes. Nous sommes le premier duo de la journée. Et en préambule, je voudrais solliciter votre bienveillance sur la qualité de ma voix parce que c'était pas prévu. Très bien. Ben, nos premiers mots seront pour remercier les organisateurs pour la qualité de ce colloque lumineux qui nous permet donc de nous apprendre mutuellement et surtout pour votre disponibilité pendant ces deux jours. Merci très sincèrement. Alors l'éthique, donc nos 10 minutes démarrent maintenant, l'éthique est multiforme et singulière à la fois. Et notre contribution n'a pas, croyez-nous, pour objet d'exprimer un particularisme exotique. Le questionnement d'ici, il est celui d'ailleurs. Et je crois que docteur Camille Lemoine nous disait ce matin que finalement, le manager va parle des sociétés dans lesquelles nous sommes. Et c'est ce qu'on va tenter de faire, docteur Corinne Sainte-Luce et moi. Alors, je ne vais rien vous apprendre en disant que notre secteur de la santé est en crise, et nous en avons déjà parlé depuis hier. Ceci entraîne une perte de sens et une souffrance au travail. Et parmi les causes donc évoquées le plus souvent, c'est le manque de reconnaissance de la hiérarchie, qu'elle soit proximale ou lointaine. Alors, interrogeons un peu la reconnaissance, concept complexe, polymorphe, polysémique, n'est-ce pas, et qui est à prendre comme un fait social total, au sens où l'entend Mauss. Et puis, on va vous épargner toute la littérature, retenir simplement ce qu'en dit Hegel. Finalement, les individus se reconnaissant entre eux forment société, donc on passera sur honnête, ricoeur, avec le respect qu'on lui doit, mais aussi Arendt. Donc, le concept de reconnaissance au travail, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On décrit des niveaux de reconnaissance, verticale, horizontale, externe. Bien sûr, il ne faut pas oublier le patient. On définit des types de reconnaissance. On définit des traductions multiples de cette reconnaissance, avec une reconnaissance parfois tangible, comme le système de récompense, ou une reconnaissance fondée sur l'organisation, et on peut parler d'éthique de l'organisation.
On décrit également 4 formes de reconnaissance au travail qui sont toutes liées entre elles et qui sont toutes indispensables. La reconnaissance des résultats du travail. Vous avez atteint vos objectifs. La reconnaissance de l'investissement dans le travail. Mais merci pour vos efforts, n'est-ce pas? La reconnaissance de la pratique au travail. Merci pour votre travail de qualité. On a remercié les organisateurs, d'ailleurs. Et la reconnaissance existentielle. Merci d'être qui vous êtes. Et donc, c'est cette reconnaissance existentielle qui est le parent pauvre de ces formes de reconnaissance, mais qui est aussi indispensable. Parce qu'en effet, lorsque on se fait reconnaître au travail, les psychologues ont décrit ce qu'ils ont appelé la psychodynamique du travail. C'est un moteur de santé mentale pour les salariés et les travailleurs. C'est un levier important non seulement dans la construction de l'identité professionnelle, mais aussi dans la construction et l'affirmation de soi. C'est un vecteur de satisfaction, de motivation, de performance, pouvant même aller jusqu'à l'innovation. Et c'est également un facteur d'attractivité et de fidélisation. Donc, on a déjà parlé de l'influence de la T2A elle a aussi eu une influence sur le besoin de reconnaissance. Avant, disons, les soignants travaillaient plutôt sur les valeurs travail et engagement. Et maintenant, les tout jeunes qui arrivent sur le marché vous parlent de reconnaissance individuelle et existentielle. Et bien sûr, il y a beaucoup de tensions éthiques autour de cette reconnaissance au travail en santé. Une tension entre l'intérêt individuel du patient et l'intérêt collectif de la société, visant à garantir une prise en soin équitable de tous les patients. On a parlé tout à l'heure de métiers rêvés et de métiers vécus, voire de travail empêché. Il y a une tension entre l'éthique du care et l'éthique du cure, on l'a aussi évoqué déjà depuis hier. Il y a une tension entre l'intérêt individuel du soignant et l'intérêt collectif de l'organisation. Et enfin, actuellement, il y a une tension éthique entre la demande actuelle de respect de la vie privée, de l'équilibre personnel et de l'exigence de la continuité des soins. Donc, nous nous sommes attribués cette problématique et nous avons donc réalisé un débat éthique au sein de l'EREGIN et nous avons essayé d'interroger l'expérience des sociétés créoles. Alors, ça nous amène effectivement à nous interroger sur la relation au travail dans les sociétés créoles. Et comme vous le disiez hier, effectivement, donc manager, c'est s'inscrire aussi dans une histoire. Et l'histoire des sociétés créoles est tiraillée par un rapport complexe entre les hommes. Et le manager, dans ce rapport complexe, il rappelle la figure négative du géreur de l'habitation. Celui qui non seulement est chargé, qui était chargé donc d'appliquer les châtiments, celui qui était donc chargé d'appliquer les châtiments, celui qui était chargé d'appliquer les cadences infernales, et qui aujourd'hui, dans les représentations, eh bien, c'est celui qui va faire passer aussi les réformes qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire de France, vécues comme une espèce de transfiguration, un continuum de la réalité coloniale. Le yo, comme on dit chez nous, on appelle le yo, eh bien, c'est le gendarme, c'est le cadre, c'est aussi ça va être les élus et quelque part, c'est le manager. Alors, comment se manifeste le besoin de reconnaissance dans les sociétés créoles ? Elle n'obéit pas à une logique exclusivement professionnelle, mais elle est très basée sur l'affectif. Et donc, il y a une demande vraiment réelle de considération. Alors, la considération, vous voyez inscrit ici, tout monde c'est monde. Tout monde c'est monde, ça nous renvoie encore une fois à l'anthropologie de Montaigne, hein, où chaque individu ressemble donc à un autre. Ce qui demande, on a beaucoup parlé ce matin, que l'on puisse respecter l'autre en tant qu'acteur ou contributeur, n'est-ce pas?
Et puis ce besoin d'équité, il ne faut pas croire que c'est l'égalité. L'équité, en fait, c'est la réciprocité. Quand on dit ça qui bon pour soi, pas bon pour canard, on va vous initier au créole tout à l'heure, eh bien, en fait, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. On doit être traité de façon égale. Voilà, parce qu'on est tous des hommes. Et puis le besoin de confiance dans une société qui a été marquée par le contrôle des hommes, le contrôle des corps, le contrôle des âmes. Donc il y a forcément de la défiance et on demande à prendre des responsabilités. Et c'est la défiance versus confiance. Et puis, parce que dans le fond, on est passé vite, mais je termine. Chez nous, on considère l'individu comme étant le centre du cosmos social. Bon, on va en débattre tout à l'heure, si vous le voulez bien. Et bien sûr, dans le milieu du soin, notre système de santé est en crise, et en crise, et en crise. Crise amplifiée par des difficultés propres à nos territoires. En 2017, nous avons eu un incendie dans notre CHU avec un éclatement de tous les services. Nous sommes un territoire empoisonné par une molécule qui s'appelle le chlordécone. Nous sommes appelés l'île aux belles eaux, mais en fait, nous avons tout le temps des problèmes d'eau et des journées sans eau. Et récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, nous avons eu un blackout total pendant 3 jours d'électricité. Et donc, tout ceci, bien sûr, augmente la défiance des soignants et entraîne une perte de sens au travail très, très importante. Bien sûr, cette relation au manager parasitée par l'histoire et les préoccupations que l'on retrouve encore administratives et financières. Donc, quelle réponse peut-on apporter à ce besoin de reconnaissance dans nos sociétés créoles? Mais 1 minute, on va galoper. Le façadé, c'est en fait la pratique du regard comme philosophie de l'égard, mais aussi et surtout les manques d'attention. Voilà, bonjour, comment vas-tu? On tutoie, on accepte de se faire tutoyer par un ASH. On pratique aussi le surnom, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis, on manifeste de la confiance, on essaie de manifester de la confiance comme relation de responsabilisation des professionnels. Donc, en conclusion, on avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes... Voilà, donc, on vous pose la question, peut-on intégrer donc la reconnaissance existentielle comme paradigme positif d'une nouvelle relation entre le manager et les membres de son équipe, en confortant en particulier ce manager qui a aussi besoin de reconnaissance dans son rôle de médiateur entre les différents acteurs du soin, de soutien de l'équipe, mais aussi de soutien de chaque individu qui la compose, et en étant garant des principes d'équité et de confiance, donc en mettant en œuvre la démocratie en santé et l'éthique de la discussion. Ensuite, peut-on réinventer la culture collective de la responsabilité en intégrant l'éthique de la reconnaissance tout en respectant, bien entendu, les limites et les contraintes de l'institution et en suscitant l'ambition de développer la culture d'entreprise, ça n'est pas un gros mot en santé, mais en s'appuyant sur le management endogène, c'est-à-dire adapté à l'environnement des structures de soins, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan historique, politique, etc. Et en mettant donc cette culture d'entreprise en œuvre par et pour l'être humain. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Nous sommes très reconnaissants. L'exposé suivant sera fait par le docteur Maria Fortunova-Michel. C'est la construction d'un dispositif d'éthique opérationnelle de ZLE dans la décision en santé. Peut-être que M. Mornex l'avait utilisé pour les HCL. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais adresser mes remerciements à l'espace de réflexion d'éthique Auvergne-Rhône-Alpes pour l'organisation de ce colloque et surtout de me donner l'opportunité de pouvoir présenter le projet. Et c'est également le lieu de remercier les REG, puisque c'est un honneur pour moi
de présenter le projet au titre de cet espace de réflexion du Grand Est. Et plus particulièrement, je souhaiterais adresser mes remerciements de manière nominative, puisqu'ils sont dans la salle, au professeur Patrick Karcher, à Madame Laure Pêche, qui sont les coordinateurs et les directeurs de l'espace pour cette année, et également au professeur Gérard Audibert et Madame Bénédicte Terrier, qui m'ont beaucoup soutenu l'année dernière dans le cadre de notre projet que j'avais porté également auprès de la Commission européenne. Et bien sûr, mes remerciements s'adressent également à Sahar Moussa Bassadran et Amandine Ondruchiv, qui sont les directrices et les coordinatrices du site Champardinier dans le cadre de l'EREJ Grand Est. Alors, c'est un honneur pour moi parce que moi, je suis universitaire et je vais présenter un projet qui a bénéficié du soutien conditionnel de l'EREJ et de ses membres. Et surtout, je suis juriste et de droit public plus particulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Sagesse, Santé, Grand Est, Éthique et Décision, qui est mené ensemble avec l'espace de réflexion d'éthique Grand Est, mais également avec l'ARS Grand Est, le comité d'éthique du CHU de Nancy, et bien sûr l'équipe universitaire qui me suit. Et l'objectif de ce projet est de nous interroger cette fois-ci sur l'intégration de l'éthique, non pas de manière très micro, comme cela a été dit, mais de manière plus macro, dans les décisions politiques en santé et son acceptation par la suite dans une forme de pyramide inversée dans la structure de l'hôpital et plus particulièrement à la lumière du projet régional de santé. Donc, en tant qu'oratrice d'un travail collectif que je vais d'abord vous présenter, le projet qui est en cours, donc le contexte du projet, ses objectifs, la structure et la structure du projet, la méthode utilisée et surtout l'ambition de celui-ci que nous souhaiterons développer. C'est un projet qui tisse donc les ponts entre le monde des professionnels, les différents acteurs qui portent la réflexion éthique dans l'espace public de la région Grand Est, mais aussi l'université où des sciences dialoguent entre elles, les sciences dures, mais également les sciences humaines. S'agissant du contexte du projet, celui-ci prend véritablement source de l'association de l'EREJ, mais également du comité d'éthique de CHU de Nancy et de l'ARS à la chaire Jean Monnet, qui est financée par la Commission européenne, Bioéthique et Gouvernance européenne, dont je suis la titulaire. Et je suis secondée par un groupe d'universitaires, Elodie Derdel également, Tiffaine Malouagne et Saskia Conté qui travaillent sur ces questions. Et cette association se concrétise donc dans un travail de recherche exploratoire pour établir un modèle type de l'intégration de l'éthique dans le processus décisionnel. Et ce travail de recherche exploratoire répond à une demande de l'ARS Grand Est d'approfondir la réflexion sur le rôle et la place de l'éthique dans la gouvernance régionale de la santé, et tout cela en prenant compte de la problématique de l'accès aux soins dans une perspective d'égalité, priorité éthique et dans la perspective territoriale de la région Grand Est. Et ce travail exploratoire a également pour ambition d'enrichir les travaux menés en sciences sociales relatives à la politique publique de la santé à partir d'une étude des données de terrain. Ce travail exploratoire repose bien sûr sur un cadre conceptuel qui a été largement débattu pendant ces 2 journées, notamment la démocratie en santé, le territoire de santé également, notion introduite par la loi du 27 décembre 2023, et tout cela dans le cadre de l'objectif national de réduction des inégalités territoriales d'accès aux soins. Et en fait, dans la littérature scientifique, cette situation est souvent présentée comme un processus décisionnel fondé sur une éthique de proximité, comme cela a été également rappelé ce matin.
Et nous prenons également appui sur les différents avis du CCNE, plus particulièrement celui 140, dans lequel il pose clairement l'importance de l'éthique et la redéfinition des modes de gestion des structures sanitaires et médico-sociales, et cela dans l'objectif de renforcer les dynamiques participatives, d'autonomie, l'autonomie dans les pratiques d'organisation, et cela de l'ensemble des acteurs nationaux, régionaux et locaux en santé. L'étendue du projet, il est double d'un point de vue substantiel grâce à la réflexion commune menée depuis le mois de février dernier avec les structures partenaires. Nous avons identifié 3 secteurs prioritaires qui se posent dans le cadre du projet régional de santé. La suspension d'activités de soins pour des questions de qualité et de sécurité, notamment les questions de maternité, services d'urgence ou l'offre chirurgicale. Ensuite, deuxième domaine, c'est le projet d'investissement immobilier, c'est-à-dire quelle grille éthique pour déterminer le choix entre projets et territoires dans le respect du plan Ségur. Et enfin, la régulation de l'accès à l'offre de santé pour des spécialités en tension. Et d'un point de vue territorial, donc c'est l'ampleur du projet, il reste de dimension territoriale, c'est la région Grand Est. S'agissant des objectifs du projet, ils sont au nombre de 3. Il s'agit dans un premier temps d'établir une grille d'analyse à partir de la cartographie existante, de remettre à plat et faire un état des lieux. Oui, 3 minutes. Oui, 3 minutes, c'est bon. Définir le rôle de la composition d'une task force opérationnelle d'éthique pour sa mobilisation pour l'aide à la prise politique de décision, notamment quel devra être le rôle de l'EREJ dans le cadre d'une décision collégiale et transparente. Établir également un guide de bonnes pratiques. Et bien sûr, conceptualiser et restituer dans un contexte transfrontalier, c'est la particularité du Grand Est, à partir des études menées sur le terrain, la question de la bioéthique ou de l'éthique dans la gouvernance de la santé, en croisant non seulement les enjeux nationaux, mais aussi européens de l'accès aux soins et de l'exercice des droits des patients et des différents acteurs. La structure et la méthode du projet. Le projet est conçu pour une durée de 2 ans. Il vient d'être lancé. Il comporte 4 phases. La première, c'est une recherche de terrain, donc des enquêtes. C'est la première étape qui va démarrer à la fin du mois et début du mois de décembre. Ensuite, un travail d'analyse et de conceptualisation qui ensuite ici de revenir sur tout le travail de recherche des terrains et de les conceptualiser. Ensuite, 3e étape, c'est l'approche analytique, et cela, c'est notre apport en tant que chercheur universitaire, d'apporter une certaine réflexion sur le renouvellement des pratiques décisionnelles par l'intégration de l'éthique, l'articulation du discours, mais aussi les représentations des acteurs impliqués, avec des dispositifs organisationnels, juridiques et de stratégie, ainsi que de modes d'engagement dans le processus décisionnel, d'identifier des diverses formes d'engagement, notamment la représentation des usagers, et enfin une analyse des textes et des rapports des institutions de démocratie en santé, couplée avec la large consultation et concertation des différentes parties prenantes. Et 4e dernière étape donnera lieu à la valorisation de ce travail, dans le cadre d'une étude de recherche collective universitaire, dans le prolongement des travaux de Habermas et de Levinas, qui est appliqué dans le domaine de santé, et sera un premier travail scientifique qui proposera une conceptualisation du rôle et de la place de l'éthique dans la gouvernance de la santé, non pas de manière abstraite, mais à partir de l'exploitation des données de terrain et d'une réalité territoriale, c'est-à-dire de la région Grand Est. Et je termine. L'ambition du projet, tel qu'il a été pensé depuis mois de février, grâce aux structures partenaires, c'est d'impulser et de pérenniser dans le domaine sanitaire, dans la perspective de la région Grand Est, la synergie entre le monde universitaire, les structures et les institutions visées, ainsi que les décideurs locaux et nationaux, et bien sûr la société civile. Ensuite, de développer une autre expertise scientifique, afin, c'est un objectif, une ambition du projet qui est en cours, on verra si cela se pérennisera, mais au moins banaliser l'approche pluridisciplinaire et de terrain
de la construction d'un dispositif d'éthique opérationnelle d'aide à la décision. Et enfin, donc, puisqu'il s'agit d'un premier travail porté par les REG, l'ARS, le comité d'éthique du CHRE de Nancy, ainsi que le laboratoire d'Irénée de l'Université de Lorraine, comme impulsant de manière pionnière les réflexions sur l'intégration de l'éthique dans les décisions politiques en santé, à travers le prisme, bien sûr, de l'analyse territoriale de l'offre en santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Fortunova. Vous avez bien compris qu'il y avait une prime qui était donnée aux modérateurs, aux animateurs, pour ceux qui faisaient mieux respecter le temps. J'espère que les orateurs ne nous en voudront pas trop, parce que nous, on veut gagner la prime. Pour la gagner, donc, je vais appeler tout de suite le professeur Digné-Vino, qui vient de Clermont et qui va essayer de résoudre un problème peut-être insoluble entre l'éthique et le management en santé. En tout cas, il va nous donner des perspectives pour résoudre cette aporie. Bien. Bon courage. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'on peut le résoudre? Alors, moi, je suis lyonnais, je suis pas de Clermont, mais c'est pas. Je dirige une chaire de recherche qui s'appelle Sur les valeurs du soin, qui est une chaire en philosophie et management du soin, et donc moi-même, je suis professeur en management à l'IAE, École universitaire de management de Lyon. Et puis par ailleurs, nous avons monté il y a 2 ans un réseau de recherche pluridisciplinaire sur la qualité de vie et des conditions de travail dans le domaine de la santé, qui fait écho à un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués là-dessus. Alors, voilà, l'idée c'était de parler un petit peu de l'éthique et management en santé, de l'aporie aux perspectives. Alors l'aporie, c'est un drôle de mot. C'est une contradiction insoluble dans la logique. Donc, je vous pose un peu la question, qu'est-ce que le management a à faire avec l'éthique? Peut-être qu'il n'a pas de raison de l'être. En tout cas, quand on regarde les premiers théoriciens modernes du management, ils ne se sont pas trop préoccupés de ces questions-là. Si vous regardez les textes fondateurs de Taylor ou de Ford, il y a une vision d'une justice sociale quand même, chez Taylor, très clairement. C'est au nom d'une certaine justice qu'il veut mettre en place son nouveau système, mais leur vision de l'homme, elle est très utilitariste. Il s'agit donc de considérer que l'homme au travail est rationnel et calculateur. Donc, il va s'ajuster en fonction de ses intérêts. Bon, c'est facile. Donc du coup, là, il n'y a pas de problème d'éthique. Il y a des objectifs, et puis on essaie de faire en sorte que, en utilisant un management par objectif et en utilisant de l'intéressement, eh bien, les personnes soient motivées. Bon. Chez Fayol, qui est leur contemporain, donc on est il y a 110 ans à peu près, c'est les années 1916. Chez Fayol, qui est un théoricien français, le sujet est un petit peu différent, parce que sa préoccupation, ça va être la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire que la recherche, le but du management pour Fayol, c'est pas forcément l'efficacité, c'est pas forcément l'atteinte des objectifs, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut tous travailler ensemble pour aller dans le même sens. Il y a une autre idée. Et l'idée de chez Fayol, elle est d'autant plus intéressante qu'il dit jamais un contenu. Il dit le management, c'est quelque chose qui doit encadrer des projets, des contenus ou autres, mais il va jamais dire qu'est-ce que c'est que du bon management. Donc vous voyez qu'il y a une forme de réserve. On ne va pas énoncer dans ces cas-là ce que pourrait être un bon modèle. Donc on voit que même parmi ces premiers théoriciens, il y avait une forme soit de distance, soit une forme de prudence. Je ne vais pas vous faire évidemment toute l'histoire du management. Je retiens un auteur important qui s'appelait Alfred Chandler, qui avait théorisé il y a 60 ans l'histoire de la main visible du manager. Et à cette occasion, Chandler disait, un manager, il ne peut pas se contenter de faire ce qu'il dit et dire ce qu'il fait. Il doit dire pourquoi il le fait. Ah, alors là, on a quelque chose peut-être d'un peu plus subtil, d'un peu plus intéressant, puisqu'il y a un travail de justification. Et Chandler l'explique très bien par le fait que la différence entre un manager et un entrepreneur, par exemple, c'est que le manager,
il n'est pas propriétaire de son outil de production. Il doit rendre des comptes à un collectif qui le dépasse, qu'on va appeler un conseil d'administration, une assemblée générale ou autre. Et c'est aussi bien valable pour le privé que pour le public. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chandler développe cette idée qu'un manager ou une manageuse, c'est un homme ou une femme qui va développer un argumentaire, une forme de rhétorique. Puisqu'il ne peut pas d'emblée considérer que ce qu'il dit, ça va de soi. Et là, on trouve des éléments qui peuvent commencer à faire appel à de l'éthique. Parce qu'au nom de quoi vous pouvez développer une argumentation? Jusqu'où vous pouvez aller? Est-ce qu'il peut ne pas y avoir de manipulation, par exemple? Et à la même époque, on est dans les années 60, vous voyez à ce moment-là le développement de tous les outils de diagnostic stratégique très célèbres, le fameux SWOT qu'on doit tous faire, là, vous savez, le force, faiblesse, opportunité, menace, pour montrer qu'on est des gens très sérieux, très crédibles. Tous ces outils-là, en fait, qui ont été inventés à Harvard, sont des outils de rhétorique pour faire... L'inventeur du SWOT, qui s'appelait Andrew, dit « Le SWOT, c'est fait pour faire passer la pilule à quelqu'un qui n'a rien compris. » Alors vous voyez que l'éthique, là, elle est claire. C'est l'art de la conviction. On est dans le monde des sophistes. Et donc, mais c'est assumé, c'est clairement dit. On s'en cache pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout un attirail méthodologique qui se développe pour rendre des décisions en apparence scientifiques, en tout cas les appuyer sur des argumentations qui vont s'appuyer sur une certaine logique qui peut être un petit peu discutable. Et puis, tous ces arguments-là, finalement, jusqu'aux années 80, c'est pas tellement remis en cause. Hein. Même si on sait depuis 1924 que ça fonctionne pas ainsi. Avec Mayo, Lewin en 38 a montré déjà que le leadership efficace, c'était pas un leadership qui fonctionnait uniquement sur les objectifs, mais sur l'attention qu'on portait à l'autre. C'était il y a 80 ans. Et donc, ce qui va faire Flores et remplacer un petit peu tout ceci, c'est la théorie des parties prenantes. À partir des années, globalement depuis une trentaine d'années. Et la théorie des parties prenantes, c'est revendiquer la négociation pour faire en sorte qu'on se mette d'accord parce qu'on a des points de vue différents. Donc là, vous avez un autre dispositif que vous avez pu évoquer, les uns et les autres. Comment faire en sorte qu'on puisse se mettre d'accord parce qu'on reconnaît qu'on a des finalités et donc aussi des valeurs sous-jacentes qui ne sont pas les mêmes. Donc, une démarche qui apparaît en parallèle avec les premières réflexions un peu sérieuses sur l'éthique d'entreprise, donc globalement dans les années 90. Alors ça veut dire que le nouveau management public, qui n'a rien de nouveau, hein, puisque ça date de cette époque, il a 30 ans, il a été très fortement inspiré de ces approches. En gros, deux arguments, faut être plus efficace et faut expliciter ses choix. Et donc, quand on regarde notamment les outils qui se sont développés à cette époque dans le monde de la santé, on parlait de la T2A tout à l'heure ou autre, c'est exactement ce même processus. Tentative d'objectivation par des chiffres et argumentation dans des choix qu'on va faire passer, par exemple, dans un schéma d'orientation régionale ou autre. Bien. Alors, à partir de là, on est arrivé depuis 20 ans à des oppositions de plus en plus marquées, on l'a encore entendu aujourd'hui, entre le management et l'éthique des soignants ou l'éthique médicale, avec le fameux manque de moyens. Mais est-ce que c'est si simple au fond? Parce que le management, il met en avant des ratios qui ne sont pas inintéressants en termes d'efficacité collective. C'est-à-dire qu'on aurait tort d'effacer un peu vite les outils de mesure. Le problème, c'est pas les outils de gestion ou les outils de mesure qui sont utilisés, c'est leur naturalisation. C'est-à-dire qu'on peut croire un peu vite que ces outils auraient valeur de vérité. Là où en fait ce ne sont que des constructions sociales, élaborées à un moment donné dans des contextes donnés. Et à partir du moment où vous les décontextualisez, eh bien vous oubliez les valeurs qui étaient sous-jacentes à ces outils et qui vont donc avoir une coloration un peu neutre. Ça c'est un certain Pierre Legendre, historien du droit, qui est parti après du côté de la philosophie et de la psychanalyse, qui a très bien montré comment l'impérium du management, en s'imposant à peu près dans tous les secteurs, n'était plus discuté et n'était plus discutable. Ce qui, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. Alors aujourd'hui, il y a des modèles alternatifs qui permettent de secouer un petit peu ce cocotier là-dessus et qu'on trouve pas simplement dans le monde du management public, mais on va le trouver aussi dans le monde du management des entreprises. C'est le problème de la responsabilité globale de l'entreprise. Vous avez probablement entendu parler de la RSE ou de la RSO.
Bon, aujourd'hui, cette responsabilité globale, elle est beaucoup plus large. Hein. Elle s'appuie sur une responsabilité politique, une responsabilité sociétale, une responsabilité économique et une responsabilité environnementale. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de la responsabilité, qui est un mot central dans les thématiques contemporaines du management, ça renvoie évidemment à l'éthique, responsabilité éthique, bien sûr. Mais c'est comment vous articulez toutes ces responsabilités entre elles. Comment vous faites cohabiter, par exemple, au sein d'un hôpital, une responsabilité sociale vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des personnes, avec une responsabilité sociétale vis-à-vis de la population, avec une responsabilité environnementale. L'hôpital, il doit faire preuve d'exemple par rapport à la question de la pollution, du recyclage des déchets ou autre. Et la responsabilité politique, quel rôle peut-il jouer dans la cité? Donc aujourd'hui, c'est plus tellement un problème de coalition d'acteurs, c'est un problème de combinaison de responsabilités qui vont s'enchevêtrer. Et un des enjeux de la recherche en management dans ce domaine porte là-dessus. Et finalement, c'est une forme de retour aux sources. Alors, je voudrais, il me reste 2-3 minutes, c'est ça, hein, ouais. Histoire de ne pas être trop pris de court ou pas être interrompu. Ah, ben super. Alors, je voudrais, dans ce cas-là, vous proposer une hypothèse de recherche d'un retour aux sources, qui est de se dire, mais dans le fond, cette dimension éthique qu'on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui, de manière sous forme de coordination. Est-ce qu'en fait, elle n'était pas originelle, présente, dès les fondations, mais pas les fondations du management dit moderne, développé par Taylor, Fayol et Ford, mais la première forme, la première définition du management qu'on a pu avoir, qui était quelque chose qu'on a retrouvé il y a 4-5 ans, par des historiens, et qu'on trouve dans le testament de l'empereur Auguste, il y a 2000 ans. C'est quelque chose de tout à fait incroyable. On avait un peu oublié cette histoire-là. Et dans le testament d'Auguste, vous imaginez bien que le premier empereur de Rome ne décide pas de léguer ses biens, sa maison. C'est pas le problème, il possède tout. Il veut laisser un message. Et dans son testament, c'est un message de qu'est-ce que c'est que le bon management dans l'intérêt collectif. Alors, il prend pas ces mots-là, on est en latin. On appelle ça la bene gesta. Alors, qu'est-ce que c'est que la bene gesta? C'est l'articulation de 3 principes d'action qui doivent se combiner ensemble. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Ces 3 principes d'action, c'est agire, facere, guerere. Alors, agire, c'est ce qui va donner agir en français, c'est l'action concrète. Si vous voulez qu'une action soit crédible, légitime et entendue par les acteurs, vous devez être présent sur le terrain. Ce qui condamne inévitablement toutes les actions qui sont prises d'un siège, déconnectées de la réalité. Donc d'emblée, et c'est un propos qui est donné par Auguste, quelqu'un qui règne sur un territoire de 4000 kilomètres et quelques centaines de millions de gens. Donc besoin d'avoir un ancrage sur le terrain, ça c'est agire. Sinon, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas légitime. Mais ça ne suffit pas. Parce que très vite, si vous n'êtes que sur le terrain, vous allez, bien sûr, vous noyer et vous perdre. Donc il y a une deuxième dimension, qui est facere, qui va donner faire, et qui renvoie à une capacité organisatrice. Donc c'est là où on va trouver la dimension managériale qui consiste à fixer des règles globales, des règles d'organisation, des règles d'attribution, des règles de priorité. Ça correspond en gros à ce que nous on peut appeler le gestionnaire, le coordinateur, très bien. Ces 2 dimensions-là, elles étaient relativement connues, elles avaient déjà été aussi un peu travaillées, théorisées par Cicéron. Mais il y a une 3e dimension qu'on trouve dans le testament d'Auguste, et qui n'apparaissait pas jusqu'à présent, c'est guerere, qui va donner le verbe gérer en français. Et qu'est-ce que c'est que guerere? C'est définir les principes de l'action en toute responsabilité. Et c'est là où on retrouve la notion de responsabilité qui est réapparue depuis quelques années. C'est-à-dire que celui qui agit pour le compte d'un collectif doit dire au nom de qui il agit. Il ne peut pas se contenter de dire ce qu'il faut faire et comment se coordonner. Il faut toujours, d'après Auguste, expliquer le principe supérieur commun au nom duquel on va justifier notre action. Et ça, c'est étymologiquement, c'est gérer. Eh bien, je trouve que c'est pas trop mal, et que si, plutôt que de parler de nouveau management public ou de nouveau management, eh bien, peut-être qu'un retour à ces fondamentaux pour dire que dans le fond, il ne peut y avoir de la gestion que si on explicite fondamentalement les principes fondamentaux qui nous sont supérieurs, eh bien, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Alors, ça veut dire que
on n'est plus dans un système de coalition où il y aurait des parties prenantes, mais ça veut dire que la notion de partie prenante n'est plus satisfaisante, mais qu'on doit déboucher sur une autre manière de travailler et de co-construire ensemble. C'est ce que, dans notre jargon de chercheurs actuellement, nous appelons des parties constituantes. Être une partie constituante, c'est pas simplement trouver un accord, c'est pas simplement trouver le moyen de négocier et de trouver un compromis. Les parties constituantes, ce sont des acteurs qui se mettent ensemble autour d'une table pour expliquer ce que veut dire faire œuvre commune. Qu'est-ce que ça veut dire faire œuvre commune aujourd'hui quand on est attaché à un système de santé? Ben, ça veut dire qu'on explicite le projet collectif que l'on a envie de définir, et en ce sens, c'est pas très éloigné de ce que vous avez pu dire les uns et les autres, notamment dans l'après-midi. Et puis c'est surtout aussi expliciter au service de qui on agit. Est-ce qu'on est au service de l'État, au service de la population, des soignants, des malades? Parce qu'évidemment, ces attentes, elles sont partiellement contradictoires, mais pas seulement. Parce qu'elles peuvent être compatibles, pourvu qu'il y ait un espace de délibération organisé. Alors ça renvoie à Habermas, qui a été cité tout à l'heure, et je crois que c'est encore quelque chose, ce fameux espace interstitiel qui a été évoqué, qui peut permettre d'aller vers un pouvoir d'agir. Alors, on voit bien que dans cette option-là, on est obligé d'abandonner définitivement un management piloté par les coûts pour aller vers un management par les valeurs. Ça fait partie des thématiques qui sont largement travaillées déjà depuis quelques années. Et je crois que dans le fond, ce qui compte derrière cette histoire-là, ce qui compte, tiens, justement, les managers, ils sont préoccupés par ce qui compte. Eh bien, moi, je vous dis, il y a ce qui compte et il y a qui compte. Il ne faut jamais oublier qui compte derrière un système comptable. Et puis moi, derrière ce mot du compte, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je dis à quelqu'un « tu comptes beaucoup pour moi ». C'est une autre dimension éthique qu'on pourrait aussi revisiter dans le cadre du management. Je vous remercie. Nous allons terminer avec Jean-Étienne Bazin, co-directeur de l'ERA Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a la noble tâche de faire la dernière intervention de cet après-midi. En combien de minutes? 15 minutes. Ouais, mais je vais essayer d'aller un peu vite. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il vous reste quelques énergies. Je vais essayer de les mobiliser et de faire preuve de leadership. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de parler de leadership ce soir et de faire le lien avec le management et l'éthique. Et on va essayer ensemble d'avancer. Alors, on est très mal placé pour lire les diapos. Toute prise de décision, ça serait aussi, ouais, ça serait mieux, merci beaucoup. Toute prise de décision nécessite un décideur. Et j'insiste sur la notion de décision. On a parlé beaucoup de fois, et on pourrait en parler des heures, par rapport au management, par rapport au leader, etc. Faire un choix, c'est pas la même chose que prendre une décision. Et c'est deux choses totalement différentes. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et puis surtout, une fois que la décision est prise, il faut avoir l'adhésion des personnes qui vont nous suivre. Un peu comme Bonaparte au Pont d'Arcole. Moi, j'adore cette photo. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de porter le drapeau tricolore et de foncer. Je vous signale que Bonaparte, il est devant. Hein. Il est face au fusil et au truc. Il n'est pas derrière, planqué dans un bunker. Ça a bien changé depuis. Alors, ce décideur qui entraîne, eh bien, on a tendance à l'appeler leader. Et pourquoi on l'appelle leader d'un mot anglo-saxon? Parce que finalement, on a marre de ces mots anglo-saxons qu'on utilise systématiquement. Parce que le terme français, ce serait dirigeant, mais que nos dirigeants français, ils nous ont bien déçus. Et quand on parle de dirigeants, finalement, on ne sait plus de quoi on parle. On a beaucoup de dirigeants, de managers, qui n'ont aucun leadership, c'est-à-dire qui n'ont aucun sens. On a parlé du sens ce matin, mais pour que les gens qui travaillent avec nous aient un sens à leur travail, il faut leur donner un sens. On l'a dit ce matin, les cadres, quand ils n'ont plus de sens, leurs équipes n'ont plus de sens non plus. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui décide, qui dirige, qui motive. Et ça, alors, je trouvais ce schéma très caricatural, mais vous voyez, je suis désolé, ça a changé, ça a sauté, mais le manager qui est assis et qui fouette les esclaves qui doivent porter, et le leader qui va devant et qui aide le groupe, c'est extrêmement important.
je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais ça fait rien s'il faut que je vous réveille, etc. Moi, depuis que des cadres infirmiers ne font plus les lits et ne portent plus les bassins aux toilettes, mais font appel à une aide-soignante, eh ben, elles ont perdu leur leadership au sein de leurs équipes. Même chose pour les médecins. Hein. Un médecin qui n'est pas capable de trop tourner l'oreiller d'un malade au cours de la visite, c'est un médecin qui n'a aucun sens de leader et qui ne montre aucun exemple. Donc, en France, eh bien, on a tendance quand même à être assez suspicieux par rapport à nos leaders. Alors, le manager, lui, va tirer sa légitimité de plein de choses, hein, de son parcours, par ses diplômes, etc., par sa position, parce qu'il a été élu, parce qu'il a été coopté, parce que c'est la coutume, parce que c'est un héritage. Papa avait l'entreprise, donc je suis manager de l'entreprise, machin. On connaît tout ça. Mais ça ne fait pas un bon leader. Un leader, lui, il tire sa légitimité de quoi ? De ses qualités. Et c'est quoi les qualités d'un leader ? Alors, j'aime bien aussi ce schéma qui a été fait dans l'aéronautique par rapport au leader. Et vous voyez, en fonction de la situation, si le leader s'intéresse beaucoup au groupe, donc beaucoup à l'aspect humain de son équipe, ou au contraire beaucoup au but, à la tâche qu'il faut accomplir. Et un leader qui s'intéresse à la fois beaucoup au groupe, mais assez peu finalement à la tâche, il est plutôt participatif, il fait participer son équipe. S'il est un peu moins, on peut dire qu'il est démocrate, et on voit tout de suite que les politiques sont quand même placés dans un niveau qui s'intéresse peu au groupe. S'il est très élevé pour le groupe et pour le but à atteindre, il doit être extrêmement persuasif. J'allais dire, c'est ça le leader charismatique, c'est celui qui persuade, qui en pleine nuit est capable de mobiliser une équipe pour sauver un malade au déchocage. C'est ça le vrai leader. Et puis, s'il n'a pas beaucoup de sens humain, c'est ce qu'on appellera un autocrate. Et donc, le leader, je vous ai listé plein de capacités, je t'empêche de lire, mais il doit avoir de la volonté de réussir, de l'ambition, être motivé, être intègre, stable émotionnellement, empathique, bienveillant, sociable, ça. Exemplaire, on a dit ça, bien sûr que c'est exemplaire. Mais tout ça, est-ce que ça fait, pour autant, même s'il base son action sur des valeurs qui sont partagées par tous, mais si les valeurs sont partagées par tous, est-ce que ça fait un leader éthique ? Non, absolument pas. Parce que s'il n'y a pas de problème, moi je vous en propose un de leader, il n'a qu'une direction, il n'y a pas de dilemme éthique chez lui, on l'a vu dans le management au départ. S'il n'y a pas de problème, eh bien, finalement, un leader qui n'a qu'une seule direction, il n'a pas de problème éthique, en tout cas. Les autres ont des problèmes éthiques pour lui, mais lui-même, il n'en a pas. Donc, finalement, la vraie question qui va se poser, c'est pour être un leader éthique. Et une fois de plus, dans notre société, on a trop tendance à confondre le qualificatif éthique pour être... Quelqu'un qui est bienveillant n'est pas quelqu'un d'éthique. Quelqu'un qui est bienveillant, il est bienveillant. Il est humain par essence. C'est normal qu'un être humain soit bienveillant. Il est éthique à partir du moment où cette bienveillance lui pose des problèmes en termes de respect de l'autonomie, en termes de positionnement par rapport aux autres. On est éthique à partir du moment où on a un dilemme. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, il faut se poser les problèmes. Et donc, la vraie réflexion éthique, elle survient au moment où le leader a des problèmes, a des dilemmes à résoudre avec son équipe. Et comment il va les résoudre ? Eh bien, les qualités à ce moment-là, moi, il me semble, il y a une qualité essentielle, on en a beaucoup parlé, et très rapidement, parce que je voudrais aller assez vite pour avoir du temps pour discuter, c'est la responsabilité. Être responsable, pour moi, c'est le plus beau terme éthique. C'est parce que je suis responsable que je suis éthique, et pas au sens responsable de nos hommes politiques actuels qui vous disent « j'assume ». Je dis sous l'Assemblée « j'assume ». J'assume pour un homme politique à l'heure actuelle, ça veut dire « je vous emmerde, j'ai pris ma décision et je vous emmerde ». Non, quand on assume toutes les conséquences de nos prises de décision, y compris celle de démissionner. Et donc, c'est ça la vraie responsabilité. La deuxième qualité du leader pour être éthique, il doit être sensible. Et la sensibilité, ça aussi, c'est extrêmement important. Si je ne suis pas sensible, si je ne me rends pas compte, là, en ce moment, qu'il y en a la moitié d'entre vous qui dorment, qu'il y en a d'autres qui font d'autres choses, etc., eh bien, je peux parler monotonement. C'est parce que je vous regarde dans les yeux, c'est parce que je vous sens, c'est parce que je suis en contact du malade que je ressens s'il accepte pas le soin que je lui propose ou à la famille, si elle va accepter la proposition d'arrêt de traitement que je vais lui faire. Et puis enfin, c'est de l'humilité, parce qu'il faut savoir se remettre en cause. Et humilité, je vous rappelle que dans humilité, ça vient de la même chose que humus, la terre, et l'homme.
Et c'est parce qu'on est humain. Et quand on parle souvent d'être humain, eh bien, un leader, ça doit déjà être quelqu'un d'humain. Alors, très rapidement, on en a beaucoup parlé. Et puis, je voulais, c'était une forme de gageure, de faire un topo dans un espace éthique. En parlant, parce que la première fois que je suis venu faire un topo dans un espace éthique, tout le monde parlait de Paul Ricoeur et d'Emmanuel Lévinas. Alors j'ai dit, il faut absolument que je parle de Paul Ricoeur et Emmanuel Lévinas. Bon, non, mais c'est pas vrai. Ce sont deux philosophes contemporains, enfin, fin du XXe, qui sont extraordinaires dans leur. Et moi, il y a une phrase. Être le leader d'un groupe, c'est en prendre soin. Être le cadre d'un service, être le chef d'un service, être le chef de pôle, c'est prendre soin de son équipe. Et on ne peut pas dissocier ça. Prendre soin, c'est soigner les malades, mais c'est aussi soigner les gens qui vont soigner les malades. Et donc, cette phrase merveilleuse de Paul Ricoeur qui dit « soigner l'autre, c'est en être responsable », mais pour moi, c'est un mantra que je me répète 10 000 fois par jour. Je suis responsable de la personne qui est en face de moi dans sa vulnérabilité parce que j'en prends soin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en tant que leader, si je veux avoir un minimum d'éthique, c'est ça, c'est d'avoir du souci, de l'inquiétude pour l'autre. De me soucier, est-ce que vous êtes bien, vous n'avez pas trop chaud, vous avez froid, vous en avez ras-le-bol parce que vous entendez des topos depuis ce matin et des gens qui vous abreuvent de conneries, ou pas. Et je continue ou je continue pas. C'est ça qui est important. La deuxième chose, c'est dans cette notion de responsabilité, c'est de reconnaître l'autre vulnérable et de se reconnaître soi aussi vulnérable, comme le disait Emmanuel Lévinas. Et le visage, je vous parlais du regard. Mais comment est-ce qu'on peut être un manager, soi-disant leader, sans, moi j'en connais, hein, des chefs de service, des cadres, etc., qui ne regardent jamais les membres de leurs équipes dans les yeux, qui ne regardent jamais leur visage, savoir s'ils sont souriants ou s'ils sont en train de pleurer. Mais c'est capital de se rendre compte si notre équipe est fatiguée, si notre équipe est au mieux de sa performance ou pas. Sinon, on ne peut pas travailler, on ne peut pas l'amener. La sensibilité, très rapidement, je vous ai mis volontairement ce petit fan au milieu de la forêt. La sensibilité, c'est une force. La sensibilité, c'est ce qui nous permet de nous sauver. C'est parce que le faon va entendre la branche cassée par le chasseur, va sentir l'odeur du loup, etc., qu'il va se sauver. Il faut être sensible, il faut avoir tous ses sens. C'est 5 sens, parce qu'on ne connaît que 5 sens sur le plan physique, mais c'est 6000 sens en alerte en permanence si on veut pouvoir manager et diriger une équipe. Donc l'insensibilité, ça rend complètement indisponible à toute forme d'intelligence affective. Et moi, l'intelligence affective, c'est quelque chose que je considère comme extrêmement important. J'en ai rien à foutre de quelqu'un qui sait résoudre les équations ou me réciter je sais pas quoi par cœur. Par contre, quelqu'un qui est capable d'intelligence affective, ça c'est extrêmement important. Et puis enfin, l'humanité, et ça on l'a dit, c'est savoir se remettre en question et dans la bienveillance et le respect. Et par définition, un leader, pour être éthique, il doit être humain. Voilà, au total, j'espère que je n'ai pas été trop long. 3 mots, puisque j'ai cru comprendre que, je ne sais pas pourquoi, 3 points, des triangles, il y a beaucoup de choses. À Lyon, humain, responsable, sensible. Pour moi, c'est capital si on veut être un leader, manager suivi par ses équipes. Il faut être humain, responsable et sensible. Et je vous assure que si tous les matins et tous les soirs, vous vous dites, est-ce qu'aujourd'hui, je serai humain, responsable et sensible, et aujourd'hui, est-ce que j'ai été responsable, sensible et humain dans tous les gestes de ma vie, sérieusement, ça va changer. Et donc, manager avec un leadership éthique, j'allais dire pour conclure, c'est favoriser dans la confiance réciproque une dynamique du questionnement participatif et respectueux pour une prise de décision responsable dans l'incertitude. Globalement, j'espère avoir, par cette phrase, fait la synthèse de toute la journée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Étienne. Effectivement, je pense que c'est un bon début de synthèse, mais avant de faire la synthèse, il faut quand même qu'on ait un petit débat entre nous. Donc, on va donner la parole à des gens qui ont des questions. Ah, tu veux faire un... Alors, excusez-moi, on n'a pas du tout... On va faire les questions et puis après la synthèse. Voilà. Bonjour. J'ai une question pour nos collègues de la Guadeloupe
Comme vous pouvez l'entendre, moi je viens de Martinique et j'ai beaucoup aimé votre présentation. J'ai trouvé que c'était très intéressant de parler de culture créole, mais moi j'ai quand même une question, parce que ça me concerne, c'est quel est l'impact de la diaspora au sein du management? Parce que la réalité, c'est que nous les jeunes, on part, on revient pas beaucoup. Voilà, vous allez me répondre, j'espère me tromper. Et en même temps, on a ce sentiment qu'il y en a plein de la métropole, des Blancs qui vont s'installer aux Antilles. Et puis aussi à ce fait que les dirigeants sont souvent des gens de métropole. Donc, l'esclavage est fini, c'est vrai, mais dans la réalité, on est encore beaucoup des Blancs. Et en fait, ma question, c'est intéressant, hein, le management créole, mais est-ce que ça a vraiment encore un intérêt quand, de toute façon, les dirigeants, ils sont pas créoles, quand les professionnels, il y en a de moins en moins, et quand même les soignés, ben, il y en a de moins en moins de créoles aussi. Voilà ma question. Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Sur les soignés, il y en a de moins en moins de créoles, il y en a de plus en plus. J'espère, je suis contente si je me trompe. Voilà. Mais c'est bien juste sûr, une réflexion. nous sommes une société multi-ethnique, et donc il faut en tenir compte. Mais justement, ce problème du manager vis-à-vis de son manager, il y a beaucoup de managers locaux, autochtones, qui sont du cru, mais qui ne sont pas reconnus par leur population. Parce qu'on les traite de Bunti, c'est-à-dire, en fait, ils se comportent comme des gens venus d'ailleurs. Et on a parfois plus de mal à intégrer cette dimension. Justement, on réclame des managers locaux, mais en même temps, on les critique et on les casse. Pardon, j'ai la voix cassée, oui, c'est ça. On les casse quand ils sont là. Et non, il faut parler du management parce qu'en effet, les personnes qui arrivent d'ailleurs, et ils n'arrivent pas d'ailleurs en ce moment que de, on va dire, l'Occident, ils arrivent beaucoup d'Afrique en ce moment. Il faut leur apprendre aussi cette culture et leur expliquer pourquoi tel malade va réagir comme ça, pourquoi tel malade va réagir comme ça. Et nous avons une collègue, on va dire, négropolitaine, vous savez, revenant au pays il y a 20 ans, elle oubliait de dire bonjour. Elle oubliait de dire bonjour parce qu'elle était dans son travail, elle avait beaucoup de travail, etc. Et c'est sa maman qui lui a dit « On m'a dit que tu faisais la fière ». D'autres questions? Je ne vois pas s'il y a des gens qui ont... Juste peut-être, moi sur votre intervention, je pense que le tutoiement, le dire bonjour, se regarder dans les yeux, enfin je veux dire, c'est ce besoin d'éthique de la reconnaissance, pour moi il n'a pas vraiment une spécificité, enfin je ne connais pas votre île, mais il n'a pas vraiment une spécificité de la Martinique ou de la Guadeloupe. Je pense que c'est quelque chose dont on a besoin aussi en métropole. Ça c'est la première chose. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y a une question là-bas? Oui, une question là-bas. Merci, bonjour. Alors moi j'ai une question que j'avais déjà en fin de matinée avec Madame Casagrande et Monsieur Smith, mais elle m'est restée un peu tout le temps là et quand j'ai entendu ces messieurs à la fin, elle continue d'être là et toute la journée. Et moi je suis faisant fonction 4 depuis 2 mois et sinon j'ai été pendant 27 ans psychomotricienne et ça reste mon identité professionnelle profonde. Et en tout cas, moi, ce qui m'a toujours un petit peu guidée dans mon travail de soignante, c'est cette idée d'accompagnement avec un petit peu la définition de Patrick Verspieren, qui fait qu'on est à côté et que c'est le patient qui décide du chemin qu'il prend et du rythme de son pas. Et que voilà. Et du coup, j'avais envie d'investir cette fonction d'encadrement avec toujours ça en moi. Mais j'ai vu aussi vos schémas de leader, de management, avec celui qui est devant qui tire ou celui qui est derrière qui pousse, et que du coup c'est un petit peu différent. Et j'ai bien entendu qu'il fallait donner une orientation et parfois donner un rythme. Et du coup, voilà, je suis toujours avec cette question. Est-ce que c'est... Je me disais peut-être qu'un management éthique, c'était cette idée d'accompagnement, mais est-ce que c'est
possible et tenable. Voilà, donc j'ai encore un peu toujours cette question. Alors, je prends la parole, mais je laisserai compléter après. Alors, vous avez totalement raison. Et c'est aussi, il faut se méfier. Alors, l'adhésion du groupe, elle est capitale et c'est merveilleux quand le groupe adhère d'emblée, avant même qu'on ne soit obligé de tirer ou de pousser, et parce qu'il sait qu'il peut nous faire confiance. C'est ça. Après, il faut se méfier de ne pas tomber non plus dans une forme de machiavélisme et vous savez, de la maïotique en espérant que ce soit le groupe qui trouve tout seul sa solution et que vous n'êtes là que pour épauler le groupe. À un moment, de même pour les patients, hein, on a beaucoup contredit le paternalisme, etc. Et je pense que, bien sûr, l'excès de bienveillance à outrance, c'est mauvais. Mais il y a des patients qui ont aussi besoin d'être guidés. On ne peut pas les laisser errer n'importe comment. Et ben, dans les équipes, c'est un peu la même chose. Et quand je parlais de sensibilité, c'est ressentir une équipe. Quand on sent que l'équipe, ça va pas, c'est parce que peut-être qu'on lui donne pas assez le sens des choses. Mais après, ça nécessite beaucoup de tact et ça va dépendre de l'équipe. Oui, en complément, j'ai évoqué très vite tout à l'heure Kurt Lewin, c'est un des fondateurs de la psychologie du travail, hein, dans les années 30-40 aux États-Unis. Et très tôt, il réalise qu'en fait, le management le plus efficace, c'est celui qui est à la fois centré sur la personne et sur la tâche. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas des orientations sur le contenu du travail, vous n'êtes pas crédible. Mais si vous pensez qu'il suffit de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ça ne va pas. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Ce qui est intéressant dans l'étude que Lewin avait faite aussi il y a très longtemps, c'est qu'il a montré que le pire du management, c'est le laisser faire. C'est le moins efficace. Et donc, de ce fait, il faut bien faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler le laisser faire et un style de management démocratique, c'est-à-dire d'accompagnement, où on encourage, où on soutient, c'est un petit peu ce qu'on évoquait là. Et ça correspond à un des modèles aux États-Unis, ce qu'on appelle le servant leadership. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas mon équipe qui doit s'adapter à mon style, c'est moi qui dois adapter ma manière de manager et d'accompagner l'équipe en fonction de ce qu'elle est et de là où elle souhaite aller, en fonction d'un projet qu'on aura défini ensemble. Et ça, c'est assez révolutionnaire comme concept. Enfin, révolutionnaire. On n'est pas dans l'idée, si vous voulez, que le bon manager, il faudrait qu'il coche telle et telle case. En fait, c'est quelqu'un qui doit être éminemment adaptatif. C'est ça, le servant leadership. Donc, du coup, ça donne de la place à la manière avec laquelle vous le voyez. Mais ce que l'on sait, c'est que le laisser-faire, c'est le pire des modèles. Pire que les modèles autocratiques. D'autres questions ? Synthèse de cette table ronde avec un collègue. Ah, si, une question là, au fond. Au fond. Qu'elle se manifeste plus... Alors, je vais quand même oser poser la question. Est-ce qu'on peut être un manager éthique et désobéir? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'il fallait être loyal avec l'institution, et des fois, je me dis que éthiquement, on est en conflit et on mène des hommes, dans le sens quand même, comme ça, on les tire, on les pousse, enfin, on fait un peu comme on peut. Et de temps en temps, si on veut être en accord avec des valeurs qu'on défend, on désobéit. Et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Moi, je me permets de répondre tout de suite. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur l'hôpital post-Covid, où les professionnels de santé n'ont jamais été autant innovants pendant la période Covid. C'est incroyable, les innovations organisationnelles qui ont eu lieu à ce moment-là. Mais c'est parce qu'ils ne respectaient pas les règles, ou en tout cas qu'il y avait une dérogation. Et ça renvoie à quelque chose qu'on connaît très bien en sociologie du travail, qui a été défini par Norbert Alter, qui est qu'en fait, une innovation, c'est une transgression qui réussit. Mais si vous voulez changer les choses, vous êtes obligé de passer par une étape de transgression des règles en place, au départ. Alors c'est quand même très étonnant, ces managers, qui parfois peuvent passer du temps auprès de leurs équipes à leur dire « non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas possible », mais qui sont très dociles par rapport au N+1,
et ou pour qui ils accepteraient finalement. Mais non, il est de leur responsabilité que de dire à un moment donné, ce que vous me demandez, c'est pas possible. C'est être capable de dire non dans les deux sens. Et être bon manager, c'est pas quelqu'un de docile. C'est quelqu'un qui peut être capable d'expliciter pourquoi ce qu'on lui demande à un moment donné, c'est pas faisable, c'est pas acceptable, pour des raisons économiques, pour des raisons éthiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous pilotez raisonnablement, bien entendu, cette transgression des règles, eh bien vous passez pour vos collègues pour un innovateur. Alors, si je peux juste poursuivre un petit peu, pourquoi est-ce qu'on parle jamais des vertus du manager et du courage ? On n'en entend pas beaucoup parler, et le courage, il me semble que c'est quelque chose qui est fondamental quand on doit conduire une équipe, et ça va avec le fait de temps en temps désobéir, mais on s'expose beaucoup dans les institutions publiques dans lesquelles on travaille. Alors, je vous renvoie à une philosophe qui a écrit un peu là-dessus, et qui a fait des transferts sur le management, c'est Cynthia Fleury. Alors, à partir de l'ouvrage qu'elle a écrit sur la fin du courage, on a travaillé un petit peu ensemble à un moment donné, et c'était comment est-ce qu'effectivement on peut faire en sorte qu'est-ce que ça veut dire que le courage du manager. Mais vous avez raison, c'est une thématique qui est de l'ordre de la recherche et qui mérite très largement encore d'être explorée. Mais ça renvoie à la responsabilité d'une autre manière. Mais oui, c'est la responsabilité. Et plus que le courage, c'est l'absence de lâcheté. Ouais, je dis un petit mot là. Madame Pavez vous a présenté ce que nous avions fait à Grenoble dans le Covid. Et à l'époque, moi, j'étais manager du pôle et j'ai été dans la nécessité d'être en accord avec la transgression des règles qui étaient proposées. Et le gros problème du manager dans ce cas-là, c'est de ne pas être en conflit majeur avec sa direction. Donc c'est une situation pas très facile et c'est vrai qu'il faut force d'explication et de démontrer très rapidement que la transgression a un bénéfice éthique pour les patients qu'on soigne. Mais plus que la synthèse, c'est le remerciement à tous les orateurs d'avoir brillamment mis en lumière les perspectives pour l'éthique et le management. Donc vous nous avez apporté des solutions, mais vous avez aussi nourri notre réflexion. Parce que vous revenez aux valeurs. Et c'est pas simple de définir, d'expliquer les valeurs. Puis surtout, on a retrouvé l'intervention d'Élodie sur la représentation des valeurs. Voilà. Nous avons voyagé dans l'espace, dans le temps. Nous avons vu des objectifs ambitieux. Et nous avons entendu aussi des mots merveilleux. Je compte pour vous, humain, responsable, sensible, courage. Dernièrement, donc bravo à tous les managers. Voilà. Et merci à vous. Et merci aux intervenants. Alors, merci à toute cette table ronde et surtout, on a entendu beaucoup de remerciements toute la journée destinés à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Je voudrais d'abord dire que c'est au nom de nos collègues de Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand que nous les avons reçus, mais j'aimerais que vos applaudissements soient dirigés envers Élodie, Christine, Anne, Fabienne, qui furent les chevilles ouvrières de ces journées. Merci, et merci à vous tous, et puis surtout merci à vous, public, qui vous êtes inscrits, qui avez consacré du temps. Ceux qui viennent de loin sont partis mercredi matin, rentreront vendredi soir chez eux, ça veut dire 3 jours. C'est pas rien, c'est un choix de nos institutions, de libérer du temps, c'est un choix de chacun de s'engager. Et vous avez vu que c'est quand même un choix positif. Vous avez remarqué la durée de vie de Lévinas et Ricoeur, c'est 90 pour l'un, 92 pour l'autre. Donc vous avez de très nombreuses années de réflexion encore devant vous. Un rappel, vous avez un QR code pour l'évaluation de cette journée, ça vous connecte directement. Il n'y a pas de papier, tout ça se fait électroniquement, donc vous le prenez en photo et vous avez le temps de le refaire ensuite chez vous. Et puis nous avons parlé de sport, une allégorie importante. Ce que nous avons fait, c'est finalement une avancée de rugby et à un moment donné, on pose le ballon, un autre s'en saisit
Et celui qui s'en saisit, c'est notre président national Cyril, lorsqu'il va nous dire quelle est la prochaine étape. Très belle métaphore, merci. Alors, pour faire cette synthèse, j'avais la possibilité d'être plus brillant que tous les esprits brillants de la journée, et ça, c'était juste impossible. J'avais aussi cette possibilité que je vais un tout petit peu emprunter de faire une espèce de pirouette humoristique, et vous allez comprendre. Et puis, j'avais une troisième possibilité qui était d'essayer de prendre des voies de traverse et d'avancer sur une notion qui n'a pas été suffisamment, à mon avis, explicité, mais qui a couru en creux dans toutes les communications dans cette à la fois très riche journée, et je pense aussi à la journée d'hier. Alors la petite pirouette humoristique, je ne résiste pas à la faire, puisque Jean-Étienne Bazin a parlé de Bonaparte. Alors je ne vais pas vous parler de Bonaparte, pourtant je pourrais, en vous disant que l'image était vraiment une image d'Épinal et que Bonaparte est tombé, sauvé par Muiron. Enfin bon, bref, on ne va pas partir là-dedans. Mais par contre, je voudrais vous citer le général de Gaulle. Il manquait. Il disait « L'administration, c'est mesquin, petit, tracassier. Le gouvernement, c'est pénible, délicat, difficile. La guerre, c'est horrible. Mais la paix, il faut bien le dire, c'est assommant. » Alors, on rigole, mais on en rit aujourd'hui, mais rappelez-vous cette guerre sanitaire. L'expression n'était pas de moi, c'était celle de notre président de la République, contre la Covid, qui a été en partie l'objet de quelques débats aujourd'hui. Rappelez-vous ces attestations que nous devions signer pour aller acheter une livre de beurre, sans quoi nous avions une amende de 130 €. Dispositif qui, par ailleurs, n'a jamais été évalué pour son efficacité. Rappelez-vous cet gouvernement sanitaire qui a été le nôtre et auquel a œuvré d'ailleurs le professeur Delfrécy, à quel point ça a été pénible, délicat, difficile, pour reprendre les mots du général. Et finalement, on se rend compte que ça paraît comme ça assez acerbe, assez critique, assez hautain. On lui a souvent reproché d'être hautain au général. Et finalement, c'est peut-être pas totalement faux. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'éthique nous oblige à osciller entre la valeur que l'on défend, ce que les psychanalystes appelleraient l'idéal du moi, et puis la loi, chère à Kant, et l'impératif catégorique, qui est plutôt du côté du surmoi. Alors du côté de l'idéal du moi, M. Fleury, qui a fait une remarquable communication hier aujourd'hui, disait les grandes valeurs de l'éthique ici aux Hospices civils de Lyon: fraternité, respect, responsabilité, confiance, réconfort. Comment être contre ? C'est tellement attirant, tellement difficile en même temps à mettre en pratique dans nos soins. Tellement difficile à mettre en pratique que malheureusement, et vous l'avez aussi pointé les uns les autres, il est à chaque fois question de cette maltraitance ordinaire. Maltraitance ordinaire du fait d'un ménagement qui s'éloigne toujours un peu plus du besoin de sens des professionnels de santé. Sens du métier, sens des soins, sens du service au public. Ce que j'aimerais peut-être avancer comme hypothèse, c'est que l'éthique de la pratique des soins peut inspirer l'éthique du management. Alors, il a été critiqué la forme verticale de ce management, la forme pyramidale, qui est encore à l'œuvre, à l'occasion, et son archaïque survivance, bien sûr, doit être dénoncée, parce que lorsqu'elle est présente, cette forme de gouvernance fait que le risque éthique majeur, c'est celui du glissement de l'autorité, qui peut être tout à fait légitime, vers l'autoritarisme. Je vous rappelle que dans l'autorité, il y a le mot « autoriser ».
Donc, un certain nombre d'entre vous ont plaidé pour plus d'horizontalité, en disant que c'était nécessaire afin d'éviter de faire acception de personne, dirait Roger Gilles, qui a commenté cette expression dans un billet éthique récent, que vous trouverez sur le site de l'ERENA, ici présente. Donc de faire acception de personne, c'est-à-dire d'éviter de favoriser les uns, de léser les autres, et finalement de jouer des particularismes des uns contre les autres. Comme vous le savez, pour régner souvent, on divise. Et ce qui a été marquant dans ce que vous avez dit, c'est ce besoin d'équité qui s'est fait jour dans nombre de communications d'intervention en plénière. Et je pense qu'il s'agit vraiment aujourd'hui d'infuser dans le management de proximité un souci prioritaire de justice, afin de donner corps à cette vertu qu'est l'équité, d'autres diraient à ce principe cardinal de l'éthique. Cette justice appliquée à chacun et à chacune, sans y introduire des points de vue unilatéraux et de surplomb, au risque d'une dérive disqualifiante et inéthique. Voilà ce qu'il faudrait retenir, c'est que sans cette prudence méthodologique au cœur de l'éthique des organisations, puisque de management il s'agit, force est de constater que recule le juste soin, cela au risque de laisser s'installer une souffrance éthique majeure, celle de devenir un soignant de passage dans un service de passage pour des malades de passage. En pareil cas, ainsi que l'écrit justement Roger Gilles que je viens de citer, il y a lieu de remarquer que l'on se trompe de problématiques de causalité dans les dysfonctionnements observés. Il écrit « Le plus attristant est donc d'invoquer des causes psychologiques alors que la souffrance des subordonnés est une souffrance éthique, les distorsions managériales entraînant une perte de sens de l'activité professionnelle et même une perte de sens de la vie. Il est donc stratégique pour les managers de se soucier de cette souffrance éthique, encore plus, si l'on veut, que l'hôpital, mais on pourrait le dire aussi, les établissements médico-sociaux, restent attractifs. Les RR peuvent aider et repérer les premiers signes de cette souffrance et faire remonter ces signaux faibles au CCNE via les cellules de soutien éthique. Je vous rappelle que le décret du 1er avril, que j'ai appelé le poison du 1er avril, en parlant du poison du 1er avril, sur les mises en bière immédiates, nombre d'espaces éthiques ont dit attention, là il y a un problème, on a fait remonter les informations. Je sais que François l'a fait ici également. Donc ce pas de côté systémique avec les RR n'empêche pas bien évidemment de promouvoir des staffs éthiques au sein des services ou de saisir un comité éthique s'il y a lieu. Une question est posée assez souvent dans les colloques ou les rencontres qu'on peut avoir dans nos régions, c'est celle de savoir pour un soignant, pour une infirmière, comment rejoindre un espace de réflexion éthique régionale. C'est une très bonne question. Ma première réponse serait de dire que le plus simple est de participer à la vie de cet espace, d'assister aux colloques, d'assister aux journées régionales de formation à la démarche éthique, d'intégrer aussi, pourquoi pas, un groupe de réflexion éthique. J'en ai plus pour très long. Bien évidemment, les DU, les masters, les thèses vous seront alors aussi peut-être une source d'inspiration et peut-être vous lancerez vous aussi. Donc le plus important est d'incarner les valeurs de respect de la personne humaine afin de faire soin et sens ensemble dans l'univers hospitalier ou médico-social. Et je finirai mon propos par deux, trois points très courts. L'avis 63 du Comité consultatif national d'éthique est porteur d'une idée que j'aimerais vous partager, vous abandonner en cette fin de colloque, tant les dilemmes managériaux rejoignent les dilemmes soignants. Et ils doivent éclairer encore nos réflexions. Dans cet avis, on peut lire cette chose suivante. Le dilemme est lui-même source d'éthique. L'éthique naît et vit moins de certitudes péremptoires que de tensions et de refus de clore de façon définitive des questions dont le caractère récurrent et lancinant exprime un aspect fondamental de la condition humaine. Et je vais donc terminer
par une belle citation que m'a inspiré un de vos orateurs qui a parlé de Pierre Legendre tout à l'heure, et je le remercie, parce que c'est un de mes auteurs préférés, qui écrit cette très belle chose à propos de l'humanité. L'humanité porte ses pas, sachant l'abîme, elle civilise l'espace pour l'habiter, elle célèbre le vide, peuplée de ses paroles, et là où elle parle, elle réside. Eh bien, voyez-vous, le rôle des espaces de réflexion éthique régionaux est de civiliser l'espace éthiquement, humblement, ingénieusement pour l'habiter. Voilà ma réflexion finale. Et bien entendu, c'est une réflexion qui ne peut que se tourner vers vos ressources à vous, qui seront celles d'écrire pour un livre qui reprendra les actes de ce colloque, puisque vous avez vu que chaque espace de réflexion éthique a eu quelques livres. C'était les livres portant sur les actes du colloque de Toulouse de l'année dernière. Mais l'année prochaine, je ne vais pas déflorer, mais je crois que c'est à Reims, vous aurez les livres qui reprendront toutes vos réflexions, tous vos travaux que vous avez brillamment illustrés par des communications de très grande qualité. Alors, juste avant de terminer, je vais essayer de me rappeler d'une phrase que j'ai aimée là tout à l'heure, c'est « Ça qui pas bon ça, pas bon pour cana ». Est-ce que je dis bien? C'est ça? Merci à vous.